Le premier réflexe de la plupart des gens lorsqu'ils rencontrent une nouvelle personne, c'est d'essayer de la rentrer dans une case. Même inconsciemment, on fait tout ça. Alors je me suis interrogée, et dans quelle case je rentre? Certaines personnes disent que je suis la plus joyeuse, d'autres la plus maladroite, mais au final, moi je me considère pas vraiment comme ça. Alors quitte à vivre dans un monde où chacun est étiqueté, autant qu'elle soit vraie. C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Pour commencer, une personnalité, ça se résume à quoi? Une intelligence? Son émotion? Comment fonctionne son cerveau? Nous allons découvrir ça tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle expérience. Depuis bien longtemps, je me soupçonne d'être une personne hypersensible. Quelques tests dans des quiz de magazines féminins confirmeraient en partie cette idée. Fortes émotions, pleurs, troubles de l'attention, manque de confiance en soi. Autant de signes d'une potentielle hypersensibilité qui pose parfois des soucis dans la vie de tous les jours. Pour confirmer ou non ce soupçon, et pour comprendre comment gérer mes émotions, j'ai fait appel à une équipe de professionnels. Gabriel est neuropsychologue. Et avec lui, nous allons pouvoir échanger, discuter. Il sera une aide précieuse qui nous permettra d'essayer de poser un premier diagnostic sur ma situation. Ok, alors du coup je te laisse un peu prendre la main sur la vidéo et du coup diriger la séance comme tu le ferais. Le but c'est que vraiment vous découvriez comment ça se passe, que si jamais vous avez envie d'aller voir un neuropsychologue, que vous puissiez le faire sans avoir cette peur de l'inconnu, parce que finalement on fait cet exercice là et je le fais à votre place de façon à ce que vous ayez un petit peu moins peur si vous avez besoin d'aller voir un neuropsychologue un jour. Donc, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Alaya. Normalement, en fait, on va aller voir un neuropsychologue lorsqu'on va avoir des interrogations sur son mode de fonctionnement ou sur, par exemple, son bien-être psychologique. Alors, soit, du coup, c'est l'adulte lui-même qui va aller voir un psy, soit c'est, par exemple, l'adulte, le parent, en fait, qui va aller voir un psy, par exemple, pour son enfant. Donc, à partir du moment où, soit nous-mêmes ou alors l'entourage se pose des questions sur le mode de fonctionnement, là, à ce moment-là, c'est quand même bien, en fait, d'aller voir un neuropsy. Que va faire le neuropsy? Déjà, il va vous recevoir, donc le premier rendez-vous, c'est ce qu'on appelle l'entretien d'anamnèse. On va parler de la scolarité, les apprentissages, on va parler des relations sociales, les interactions sociales, la gestion émotionnelle, l'autonomie, le sommeil, l'alimentation, est-ce que justement il y a un traitement médicamenteux ou pas. Donc bref, l'entretien d'anamnèse, c'est généralement un entretien qui dure 1 heure et on revient en fait sur tout ça et ensuite on va voir est-ce qu'il y a une plainte ou pas. Si par contre le patient se plaint de quelque chose et dit bon moi en fait ça aujourd'hui ça me saoule parce que mon entourage en fait me le reproche ou moi-même j'ai peur de, je sais pas, qu'on me vire demain parce que je fais trop d'erreurs par exemple au travail, ce genre de choses. Ça devient handicapant entre Exactement, guillemets. ouais. Puis il est important aussi de rappeler que tous les handicaps ne sont pas visibles et que lorsque quelqu'un a une carte qui justifie son handicap, c'est extrêmement maladroit de dire à la personne non mais t'as pas la cheville cassée et de l'obliger à se justifier et à vous dévoiler son handicap alors qu'elle n'en a pas forcément envie. Donc je voulais juste rappeler ça un peu out contexte, mais voilà, c'est important. Ouais, carrément, carrément. Dans la première vidéo, si vous l'avez vue, de la vidéo magazine, du coup, pour le coup, on testait, mais avec une version des quiz féminins un peu obsolètes, on va dire. Enfin, pas obsolètes, mais c'est pas des vrais tests. Oui, c'est pas valide. Ouais. Voilà. Et ils avaient mis le doigt sur un TDAH. Pour ma part, je ne pense pas avoir un TDAH, mais de mon analyse, de moi qui me connais, je pense que pour le coup, c'est peut-être plus de l'hypersensibilité et cette question d'émotion qui prend beaucoup le dessus. Mais du coup, ça va être super intéressant de voir avec toi si mon point de vue ou ma perception de moi-même est bonne ou si en fait pas du tout et s'il n'y a rien à voir avec tout ça. Ouais. Bon, on va voir justement exactement. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai 2 grands demi-frères. Donc on n'a pas le même papa, mais on a la même maman. Ok, ils ont quel âge? Quand je suis née, ils avaient 10 et 12 ans. Plus donc ils ont la 10, trentaine. 31 okay. Et 34. Ok. 33. Il y a toujours eu de bons contacts avec ta famille? Oui. Est-ce que justement, tu as eu plutôt une scolarité normale, classique? Bah, j'ai toujours eu des très bonnes notes, donc ça c'est cool. Tu travaillais pour ou non, c'était sans effort? J'ai jamais bossé pour avoir des bonnes notes. Le simple fait d'écouter le cours, ça me suffisait. Donc j'allais en classe en me disant j'écoute le cours, comme ça je l'apprends pendant quand elle explique quoi. Je rentre chez moi, bah, j'ai pas de devoirs à faire, je suis tranquille et j'ai 14. Et en fait j'ai un peu fait toute ma scolarité comme ça, jusqu'à arriver au collège où là forcément bah, le développement social a été plus compliqué
ok, parce que je pense qu'on a tous été le harceleur de quelqu'un un jour et on a tous été harcelés un jour. Et moi, pour le coup, depuis toute petite, j'avais toujours ce sentiment de me sentir différente. Et en fait, quand ça a été à mon tour de me faire harceler au collège, je me suis dit, mais c'est forcément parce que je suis différente, vu que pour moi, c'était le truc qui m'obsédait le plus. Et un jour, mes parents sont convoqués pour une réunion anodine parents-élèves. Et là, le professeur, il dit un truc qui a complètement changé le reste de ma vie, c'est qu'il dit, enfin le reste de ma vie, j'abuse grave. Il dit, ouais, Alaya, c'est l'une des rares élèves qui a autant de bonnes notes en maths qu'en français. Et j'entends ça et je me dis, mais putain, mais c'est ça ma différence. C'est pour ça que j'ai pas d'amis en fait. C'est juste que je suis meilleure que je suis bonne dans les deux matières et que eux, ils ont une matière dans laquelle ils sont meilleurs. Et du coup, quand j'ai entendu ça, ma mère avait un peu mieux réagi que mon père. Mon père, il m'avait engueulé pour un truc le jour même, rien à voir. Et je me suis dit, ok, ma mère, elle est meilleure en français, mon père, il est meilleur en maths. Comme c'est lui qui m'a engueulé, c'est lui le méchant sur le jour J. Donc, je vais privilégier le français et complètement arrêter d'écouter pendant les cours de maths. Du coup, j'avais plus de bonnes notes puisque je faisais jamais mes devoirs à la maison. Et du coup, il y a une vraie différence qui s'est créée pour le coup au lycée parce que j'ai pas rattrapé ce taf-là parce que le lycée, bon, c'était encore plus. Mais alors ça, justement, typiquement, en fait, c'est hyper intéressant pour moi parce que généralement, lorsque tu as des facilités sur le plan cognitif, ça va très souvent en fait avec une forme d'hypersensibilité. C'est-à-dire qu'il va y avoir un gap entre un niveau de maturité sur le plan intellectuel et un niveau d'immaturité sur le plan affectif et émotionnel. Et c'est pour ça qu'après, justement, en fait, on va parler d'hypersensibilité. Comment ça s'est passé? Donc déjà, voilà, collège, lycée. Alors déjà, collège, ça a été plus compliqué pour moi parce qu'avant, j'étais dans une école maternelle école dans un petit village à la campagne où on connaissait tout le monde, etc. Et en fait, moi, j'avais ma meilleure amie, tu vois, que j'avais connue là-bas. Et quand j'ai été au collège, tous les autres ont été donc au collège du petit village à côté. Et mes parents m'ont envoyé dans un collège dans la ville, entre guillemets. Bon, après, c'est Bayonne, hein, donc tranquille, mais à la ville. Et c'était un collège privé catholique où moi, ça m'a fait changer complètement parce que c'était beaucoup plus grand, il y avait beaucoup plus de gens, des gens que j'avais l'impression qu'ils étaient vraiment à l'opposé de moi. En fait, je cherchais tellement à cacher cette différence et à devenir normale que en fait, on m'avait harcelée via le fait que j'avais pas de personnalité. J'essayais tellement de ressembler à tout le monde et d'être comme tout le monde pour avoir des amis qu'en fait, on me pointait du doigt en disant « Ah mais regarde, t'as pas de personnalité, t'as pas de personnalité, t'as pas de personnalité ». Et c'est à partir de ce moment-là où ça a été un peu plus compliqué, mais ça a jamais eu, par exemple, de conséquences sur mes notes. Et le lycée, ça a été... j'ai revécu, quoi. Je suis tombée dans une classe de ouf, je me suis fait des potes, j'avais ma meilleure amie qui est toujours ma meilleure amie. Et moi, quand tu disais, est-ce que t'es plus gros groupe oui. Non, moi j'ai mes amis, j'en ai deux, tu vois. Ok. Les autres, c'est des potes. Et bah ça, tu vois, typiquement, alors c'est hyper intéressant parce que de nouveau, en fait, tu vas avoir donc des gens qui vont faire des efforts pour essayer de ressembler. Et en fait, tu te rends compte que non, mais la personne en vrai, elle est pas du tout heureuse parce que justement, elle est en train de jouer un rôle. Et puis t'en as qui vont en fait accepter leur différence. Toi, tu sentais une forme de différence ou pas? Ah ouais, mais depuis toujours. Genre, mon prof de maths, quand j'étais en 6e, mes parents, ils attendaient plus un 17 de moyenne qu'un 14. 14, ça arrivait plus tard. Et donc là, interro de maths, j'ai eu 15. 15, c'était excellent. Mais moi, comme c'était pas le 17 que ma mère m'avait demandé, mon prof, il m'a dit « Alaya, c'est bien, mais on est habitué à mieux. » Et je me suis mise à chialer, mais bon, pour moi, c'était le pire truc qu'on aurait pu me dire. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Et tu vois, même là, j'en tremble. À partir du moment où, quand on me disait quelque chose qui n'allait pas blesser les autres, moi, ça allait me faire du mal. Je dis « Putain, mais voilà, je pleure tout le temps, mais c'est pas grave. » Et moi, ça me blesse profondément, si tu veux. Et je me suis dit « Mais c'est pas normal que quand quelqu'un te dise une remarque que tu le connais pas, que ça ait autant d'influence sur toi et ta façon de vivre, quoi. » Et c'est cette différence-là, si tu veux, qui me faisait chier. Ou alors quand j'étais dans un groupe et que ce groupe-là, il parlait de trucs de gamins de 14 ans, tu vois, c'est normal. Moi, ça me faisait chier parce que j'ai grandi avec deux grands frères qui ont 10 ans de plus, que j'ai traîné avec leurs potes toute ma vie, que ma mère, elle m'a toujours amenée quand elle faisait des repas avec ses copines, que mes parents m'ont toujours donné la parole et qu'ils ont toujours accordé de l'importance à cette parole. Et putain, mais pourquoi je chiale en continu? Ça va s'arrêter là. Non, mais c'est parce que c'est, regarde, magie en fait de la vidéo. En fait, c'est qu'on avait même déjà prévu les mouchoirs, tu vois, qui vont avec. Donc, merci. Voilà. Et ouais, et du coup, c'était dur parce que j'avais l'impression toujours d'être plus vieille que les autres, de me faire chier et que j'avais pas le choix, entre guillemets, que j'étais obligée de me dire bon bah Alaya, oui mais ces gens-là ils parlent de sujets normaux, c'est toi qui es pas normal, redescends. Et oui, à 14 ans, bah, les meufs elles ont que les mecs à la bouche et elles sont là en train de se maquiller alors que toi c'est pas du tout ta priorité. Et en fait, en arrivant au lycée et du coup dans les études sup où j'ai arrêté au bout d'1 an et où j'ai commencé dans le milieu professionnel, tout a changé parce que bon ça a été compliqué au début parce qu'on m'a infantilisée et à partir du moment où j'ai réussi à vraiment m'affirmer et depuis que je suis à Webedia ça m'aide énormément là-dessus, tu vois. Le fait de m'affirmer et que les gens du coup arrêtent de m'infantiliser et me prennent comme si j'étais une adulte de 30 ans, ben c'est là que je suis enfin heureuse et que je trouve enfin ma place. Et c'est dur parce que du coup tous mes potes ils sont plus vieux et quand je suis avec des gens de mon âge, je me fais trop chier. Voilà. Merci pour ce
partage d'expériences et de vécu. Parce qu'en fait, tu vois, donc c'est exactement ça. Et là, je pense que très certainement, tu vois, ça va parler en fait à pas mal de gens qui vont regarder la vidéo. C'est qu'effectivement, l'hypersensibilité, et la preuve, regarde, tu vois, on s'en débarrasse pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, tu as toujours été en fait hypersensible. Tu le dis, tu as toujours été beaucoup plus touché finalement en fait par des choses qui pouvaient se produire. Émotionnellement, ça a été comme plus difficile en fait finalement pour toi. Et là, en gros, c'est que tu as appris ou que très récemment, tu es encore en train d'apprendre à comment gérer ça, à comment gérer cette hyper-émotivité ou hypersensibilité sur le plan émotionnel. Une émotion, la preuve, c'est qu'en fait, en gros, une émotion ne disparaît pas comme ça. À partir du moment où tu vas être touché par une émotion, tu le veuilles ou non, en fait, tu vas être touché par l'émotion. Soit tu décides de le cacher, sauf que du coup, si tu le caches, ton cerveau il va quand même continuer de tourner sur le plan émotionnel parce que du coup, tu n'auras pas apporté de réponse à cette émotion qui te dérange, qui pose problème. Soit tu vas essayer de l'extérioriser. Et en vrai, il faudrait l'extérioriser, il faut l'exprimer. Si tu intériorises, tu vas somatiser. Tu vas avoir des maux de ventre, des maux de tête, de l'eczéma, des difficultés d'endormissement, ce genre de choses. Tu peux même parfois développer des tocs, des tics, des phobies, juste parce que tu auras intériorisé en fait une émotion. Il faut apprendre à réguler cette émotion, à la digérer correctement cette émotion et à l'exprimer, à l'extérioriser de façon adaptée. Pour que justement socialement on vienne pas te juger en fait en disant ah non mais à la toute façon on lui parle pas parce que de toute façon elle pleure tout le temps. Tu vois, on travaille dessus et on l'extériorise. Extérioriser ça veut dire quoi? C'est que ça peut passer par une activité manuelle, une activité de production, une activité sportive, tourner vers l'extérieur. Et là à ce moment-là du coup tu te défoules. Écouter de la musique, ça va être quelque chose qui va plus intérioriser parce qu'on va s'enfermer sur notre truc. Écouter de la musique, manger, boire, il y en a qui vont faire ça, en fait ils vont compenser comme ça. Regarder des séries, tout ça, ouais c'est bien sur le moment. Sur le moment on essaie de penser à autre chose, mais ça n'a pas résolu le problème. C'est-à-dire que si t'es triste à cause de quelque chose qui s'est passé, t'as beau regarder autant de films que tu veux, tu seras quand même toujours triste. Tu m'as parlé que sur le plan émotionnel, ça pouvait arriver que en gros les gens en fait pensent, c'est ça, que même en fait en gros tu ressens aucune émotion, ou non c'est plus un sentiment que toi-même t'avais, qu'en gros en fait tu te coupais de toute émotion. C'était plus un sentiment que j'avais moi, comme si je me sentais vraiment vide à l'intérieur et qu'il y avait plus rien qui pouvait me faire du mal. Des trucs où j'étais contente mais c'était pas, je ressentais pas la joie. C'était en mode bon bah c'est une émotion quoi, bon ok on m'a offert un cadeau, je dois être contente, merci. Mais au fond de moi je ressentais rien du tout. Je voyais comme juste du noir. Ça a duré combien de temps en fait cette période-là et c'était quand exactement? Et j'avais 17 ans, j'étais du coup au lycée et en fait j'ai eu une relation pendant 2 ans avec quelqu'un avec qui ça a été très compliqué parce que c'était pas du tout sain et pour moi il avait des tendances à pervers narcissique, tu vois, il cherchait la confiance dans le regard des autres femmes, dans la façon de plaire, etc. Enfin c'est ce que je ressentais. Donc en gros c'est quoi? Ça veut dire qu'il, désolé mais il t'utilisait finalement en fait pour nourrir sa propre confiance en lui-même et son ego et... Oui et c'est même pas m'utiliser, c'est que en fait à la fin j'avais l'impression qu'il restait avec moi parce que c'était la facilité. Et par exemple lui avait le droit de danser avec d'autres filles, de flirter avec, ça allait très loin. Moi j'avais pas le droit d'adresser la parole à un homme, j'avais pas le droit de sortir en soirée sans lui. Il fallait pas que, enfin mon compte Instagram c'était lui en photo de profil, lui en bio, que des photos de lui et c'était un stade où vraiment un jour on m'a posé la question mais pour rigoler en mode ah ouais si demain tu dois sauter du pont pour sauver la vie de ton mec tu le fais? J'ai répondu premier degré oui et j'étais très sincère là-dedans. Jusqu'au jour où j'ai appris qu'il me trompait, à ce moment-là ma vie elle s'est écroulée. Vraiment je vivais plus, je survivais, j'avais l'impression vraiment de plus rien ressentir jusqu'au jour où je me suis dit mais là j'ai plus envie de vivre comme ça. Je me dis je préfère ressentir de la tristesse au point où je me dis mais j'ai pas ma place ici, qu'est-ce que je fous en vie, enfin mais des grosses remises en question tu vois parce que ça te submerge, enfin moi je me sens submergée et j'ai ressenti des émotions ou du moins aussi fortes que ce que j'avais ressenti avant cette coupure quand j'ai perdu ma grand-mère il y a 1 an et demi. Tu vois, regarde en fait ça veut dire quoi? C'est-à-dire que en fait finalement t'es déjà passé par une forme d'apprentissage plus ou moins consciente, on va dire ça comme ça, d'une gestion émotionnelle. Parce que comme tu le dis, pendant un moment en fait t'as plus rien ressenti, mais en fait en vrai c'est que tu le ressentais. C'est juste que t'étais pas consciente, c'est que tu pouvais pas le voir parce que t'étais pas dispo. Parce que justement en gros ton cœur était beaucoup trop touché pour pouvoir accepter de nouvelles émotions. Et peut-être que là aussi pareil ça a dû jouer aussi sur ton niveau d'hypersensibilité. Est-ce que tu dirais que ton cerveau il est plus logique? Donc en gros en fait justement tu vois comme tu l'as dit c'est je m'appuie sur des facilités, des capacités de déduction, plus que vraiment hyper studieux. L'école ça m'a jamais intéressée, je trouvais ça nul qu'on essaye d'enseigner la même chose à tous les élèves de France, qu'ils aient exactement le même programme alors que tous nos cerveaux sont complètement différents et qu'on ait une seule méthode, moi c'était nul. Et je le disais déjà quand j'étais à l'école, tu vois. Après ça me servait aussi peut-être d'excuse à l'époque parce que j'aimais pas les cours, mais j'ai jamais vu l'intérêt. Oui, il y a le truc, c'est bien d'apprendre des choses, c'est important pour le développement social de l'enfant, etc. Tout ça je l'entends, mais du moins pour l'avoir vécu, ça a jamais été quelque chose qui m'a intéressée. En vrai, hein, par exemple tu vois te concernant, j'aurais beaucoup plus tu vois investigué potentiellement le diagnostic HP qu'autre chose. Là tu vois le fait qu'il y ait des facilités, capacités de déduction, jamais eu un goût extraordinaire par exemple tu vois pour les études, en tout cas plus jeune âge. Bon même après hein, j'ai arrêté au bout d'1 an donc
Ouais. C'était pourquoi? Pour la carte étudiante? C'est pour... non, c'est pour ça. Et aussi pour avoir mon appart. Ouais, c'est bien. Après, t'as le vrai Bah, auto-entrepreneur, t'as pas un appart. Hein. C'est vrai. Mais tu vois, tout ça, en fait, je me serais dit, ok, allez, pour Alaya, en fait, il va y avoir assez de suspicion de signes cliniques qui pourraient tendre vers potentiellement en fait un profil atypique. Et là, après, à ce moment-là, justement, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait le test de QI. D'accord. Ok. Avant même, tu vois, de parler de bilan intentionnel et tout ça, on aurait fait le test de QI. Et après, à ce moment-là, on aurait vu en fonction des résultats, est-ce que ça confirme ou pas un profil HP. Comment tu pourrais conclure peut-être cette séance? Qu'est-ce que tu pourrais me préconiser ou qu'est-ce que tu as déjà vu qui t'a un petit peu sauté aux yeux? Qu'est-ce que tu penses? Clairement, par rapport à tout ce que tu as pu me donner comme information, c'est sûr que je t'inviterai à aller jusqu'au bilan, en vrai, de faire un test de QI, de voir si oui ou non il n'y a pas un lien entre cette hypersensibilité que tu peux avoir et potentiellement un mode de fonctionnement atypique, donc c'est-à-dire qui serait différent, qui permettrait de pouvoir justifier ces particularités sur le plan émotionnel, mais aussi peut-être du coup des particularités sur le plan comportemental, psychologique, cognitif. Et à ce moment-là, en fait, du coup, tu verrais par toi-même, ok, est-ce que oui ou non ça va confirmer ou écarter telle ou telle suspicion de diagnostic. Eh ben merci beaucoup. Je t'en prie, c'était merci à vraiment toi. très intéressant et c'est cool parce que tu nous mets à l'aise et en tout cas moi je me suis sentie à l'aise et j'ai eu confiance pour me livrer, donc ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Tant mieux. Merci à toi. Et je vous propose qu'on passe du coup au second praticien tout de suite. Après cet échange riche, ouvert et sans filtre, Gabriel semble clair. Mon hypersensibilité se confirme. D'après lui, un profil HP, ou haut potentiel, n'est pas non plus à écarter. Il préconise donc un test de QI pour confirmer ou non ce premier diagnostic. Test que nous réaliserons plus tard dans cette expérience. Mais avant ça, direction le fauteuil de Christelle, psychosociologue, avec qui nous allons discuter plus longuement de l'hypersensibilité et des relations sociales, ses causes, ses traitements et comment apprendre à vivre au mieux avec ses émotions. Je suis très contente de t'accueillir. Merci à toi. Je suis aussi très contente d'être avec toi aujourd'hui. Et je pense qu'en effet, on va décrypter pas mal de choses. On peut te retrouver sur différents réseaux sociaux. Donc, tu as une chaîne YouTube, tu as un compte TikTok, un compte Instagram sur lequel tu fais beaucoup de vulgarisation autour de la santé mentale. Oui, la santé mentale décomplexée et accessible à tous. Donc, faire en sorte que ce soit simple de compréhension et que tout le monde ait la possibilité de se l'approprier dans sa vie de tous les jours. Et c'est très chouette parce que du coup, ça va dans la continuité de la vidéo puisque aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc évoquer quelques petits soucis qui m'embêtent dans ma vie de tous les jours. Et ensemble, du coup, on va pouvoir essayer de décrypter tout ça et parler un petit peu de santé mentale d'un point de vue d'un psy, du coup. Exactement, mettre des mots sur ce que tu ressens et que tu puisses te dire, ok, qu'est-ce que j'en fais après tout? Donc dans cette idée de rendre la santé mentale accessible à tout le monde, tu as créé une e-clinique. Exactement, la clinique e-santé qui existe depuis 2019 et qui a pour vocation de rendre la thérapie accessible à tous. Et en gros, pour faire simple, tu as ton psy dans ta poche depuis ton ordinateur, ta tablette, ton téléphone. C'est une thérapie immersive, tu as ton psy au quotidien. Et c'est toi qui décides la façon avec laquelle tu peux échanger avec lui. Tu peux préférer utiliser l'écriture, tu peux préférer utiliser les audios, la vidéo, avoir des visios avec ton psy. Et surtout, chose très importante, on en parle. Tu vas voir tout à l'heure, une des clés très importantes qui fait que ça fonctionne une thérapie, c'est qu'en fait, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut que ça matche avec le psy. C'est un peu comme tu as le Tinder et il faut que ça matche. Et bien avec ton psy aussi, il faut que ça matche. Et pour ça, par exemple, si tu te poses des questions, par exemple sur l'addiction, c'est important d'avoir un psy qui est expert en addiction, qui connaît son domaine et qui pourra t'accompagner. Absolument. Donc, voilà, ça permet de faire un premier pas. Exactement. Et si jamais vous êtes intéressé, le lien sera dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Tu es prête pour qu'on commence? Avec grand plaisir. Et moi aussi, j'ai super hâte. Si j'ai bien compris, donc tu as déjà eu un premier rendez-vous avec un neuropsy. Qu'est-ce qu'il en est ressorti pour toi? Pour moi, le truc qui m'embêtait le plus au quotidien, c'était vraiment cette sensibilité et ma gestion des émotions, plus que des troubles de l'attention. Mais comme dans le magazine, ça c'était évoqué, on l'a aussi évoqué. Et en fait, la conclusion, c'était que lui partirait plus sur une piste d'hypersensibilité avec ou sans HP à creuser, et il m'avait conseillé donc pourquoi pas de faire un test de QI. Et donc c'est pour ça que je trouve intéressant que du coup
coup, on se voit maintenant pour pouvoir avoir ton avis à toi et du coup, un petit suivi. Très bien. Déjà, première chose, pour comprendre qu'est-ce qu'on dit derrière HP, TDAA ou TDAH, je vais essayer de décrypter un petit peu, puis l'hypersensibilité. Pourquoi souvent, on a l'impression que tout ça, c'est un peu dans les mêmes familles. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose, le point commun qu'on a chez les hauts potentiels et les personnes hypersensibles, c'est l'hyperactivité cérébrale. Et du coup, on a dans cette famille-là, notamment chez les personnes hypersensibles, il n'y a pas qu'un seul format de personnes hypersensibles. Il y a des personnes, il y a 4 dimensions chez les hypersensibles. Il y a l'hypersensibilité sensorielle, l'hypersensibilité mentale, l'hypersensibilité émotionnelle, et la dernière hypersensibilité, c'est relationnel. Voilà. Donc, il y a 4 dimensions dans l'hypersensibilité. Tu vas avoir des personnes qui sont hypersensibles sensorielles, c'est-à-dire que notamment, par exemple, tu vois, les bruits, les matières, c'est quelque chose qui pour toi est parfois hyper, par exemple, une lumière très forte, c'est trop difficile, ou des bruits. Est-ce que ça peut être aussi des aliments que tu goûtes au niveau gustatif, par exemple. Et donc, là, on est dans l'hypersensibilité plutôt sensorielle, d'accord? Mais tu as des personnes, par exemple, qui sont hypersensibles relationnelles, donc dans le lien à l'autre, mais qui n'ont pas du tout l'hypersensibilité sensorielle. On va dire, bah non, t'es pas hypersensible puisque toi, les bruits, ça te gêne pas. Mais en fait, non, c'est parce qu'il y a 4 dimensions et d'une personne à une autre, et bien dans l'hypersensibilité, on va se reconnaître plutôt dans certaines spécificités. Donc ça, c'est déjà une première chose à savoir. Donc ce que je retiens quand tu me dis ça, c'est que toi, par exemple, tu as une sensibilité accrue à certains goûts, à certaines odeurs peut-être aussi. Alors, les odeurs, énormément. Et c'est quelque chose d'ailleurs où souvent je me suis dit, mais je suis bizarre ou quoi? Parce que j'avais l'impression de sentir des odeurs que les autres ne sentaient pas. Ou par exemple, quand je suis dans le train et qu'il y a une odeur qui se dégage qui est pour moi insupportable. Je suis là, j'ai mis du parfum sur ma manche, j'ai ma manche comme ça. Et même l'odeur du parfum, elle est trop forte, ça me tue le nez. Je déteste, mais c'est moins pire que l'odeur du train. J'imagine que par exemple pour toi, tous les parfums synthétiques, tu sais, dans les voitures comme ça doit être juste insupportable. Ah non, je peux pas. Et pareil avec les parfums des toilettes. C'est quelque chose où ça m'agresse le nez. Et quand je vois les autres autour dans le train, ils sont là, tranquilles, sur leur téléphone, ils font leur vie. Le mec il baille la bouche grande ouverte, il inspire l'air dégueulasse. Et moi je suis là en train de me protéger. Non, ça va pas être possible là, voilà. Et pareil, quand j'étais petite, il y avait des aliments que je ne pouvais pas manger, mais parce que la matière, elle me dégoûtait et mes parents comprenaient pas ça. Ils me disaient, mais arrête de faire des caprices. Comment ça, tu peux pas manger un œuf parce que ça te dégoûte? Non, ça me dégoûte. Donc, il faut savoir, en effet, donc une des premières questions qu'on peut se dire, c'est en effet, sur l'hypersensibilité, il y a différentes dimensions. Il y a un lien, notamment quand on parle de l'hypersensibilité cognitive ou mentale, avec cette capacité à relier toutes les choses et donc d'être en pensée constante, mais aussi en pensée arborescente, où une pensée ramène une autre pensée, ramène une autre pensée. Et en fonction de notre personnalité, on va pouvoir se dire ouais, mais alors moi je pense ça, et si elle m'a dit ça ou qu'elle m'a regardé comme ça, c'est parce que nanana. Et donc cette hypersensibilité mentale va pouvoir parfois influencer ta façon de relationner avec l'autre ou même ta confiance en ton estime de toi. Je vais parler du triptyque des hypersensibles. C'est ce qu'on appelle le rempart, le détonateur et l'explosion. Quelqu'un qui est hypersensible, comme je dis, c'est quelqu'un qui, par définition, depuis qu'il est tout petit, il est débordé par ses émotions. Donc, tu fais comme si ça allait bien. Tu fais comme si tu n'étais pas débordé par une émotion. Parce que de toute manière, je sais pas, je vais voir un film avec toi, je prends un basique, tu es là, toi, tu t'es débordé, tu pleures et tout, et je te regarde, je dis, mais pourquoi tu pleures? Ouais, mais là, voilà, ou tu es pris par une émotion, par quelque chose, ou c'est dans la vie de tous les jours, quoi. Et ensuite, ce rempart, comme tu ne gères pas l'émotion, tu mets des sacs de sable pour pas être débordé. Tu vois le truc? Ouais, totalement. Donc ça, c'est le rempart. Mais un rempart, d'un moment, ça va pas tenir. Et donc, du coup, il va y avoir le détonateur. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. T'imagines, il y a une petite télécommande comme ça, de détonateur. Et là, t'as l'explosion. Tu sais pas pourquoi. T'es en pleine soirée avec des potes et tout se passe bien. Et là, d'un seul coup, tu vas vriller. Tu vas vriller, mais sur un truc, sur un machin. C'est qu'on t'a juste dit, dis donc, ils sont sympas. Et donc, ils ont l'air bien frais. Juste, mais on rigole. quelqu'un qui finit la dernière pistache. Tu une blague. Et là, d'un seul coup, tu vas vriller. Et on va pas comprendre. Ah, mais ça m'est arrivé hier. En fait, j'avais beaucoup de pression sur le tournage parce que j'étais très stressée, que ça me ramenait à une époque, ça faisait 1 an que j'avais pas fait de tournage avec beaucoup de personnes. Et en fait, comme c'était le style de vidéo dans lequel
on m'a mis et on m'a posé là en me disant bah, nous c'est le style de vidéo qu'on fait et toi ça t'irait bien donc fais la même chose. Si tu veux, quand j'ai eu ma période où je me suis reconstruite entre guillemets, j'ai complètement abandonné cette idée de jeu à plusieurs personnes. Et donc de refaire une vidéo comme ça, j'ai beaucoup pris sur moi. Et un état de stress. Ouais, et en fait j'avais acheté plein de gâteaux, des petits trucs et tout, mais pour faire un goûter pour que tout le monde soit bien, soit content. Et fin du tournage, vraiment ça doit faire 1 heure qu'on a fini, je suis encore dans le truc de gérer tout ce qu'il faut gérer à la fin d'un tournage. Et en fait, il y a un pote qui passe et fait ah ouais, c'est ça votre catering. Et en gros, il se fout de ma gueule, mais pour rigoler, tu vois, il est en mode ah ouais, t'as du budget toi. Et là, tu vrilles. Et là, je le regarde, je sens, je me dis ok, là, je peux plus contrôler. Je pars dans la pièce à côté, Quentin il arrive, il fait mais qu'est-ce que t'as? Et je suis en train de pleurer. Je dis mais moi ça m'a fait super plaisir, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je voulais juste faire plaisir aux autres. Et lui il arrive, il critique mon goûter. Et il me dit mais c'était une blague. Je dis mais je sais, c'est pour ça en plus que je suis énervée parce que je pleure alors que c'était une blague et je l'ai pris premier degré et j'en ai marre. Et ça a explosé juste. Et ben voilà, c'est le propre. Mais après ça allait mieux. Oui. Alors attention, déjà comme je dis toujours, pleurer c'est une libération émotionnelle et c'est un nettoyage. Donc il faut vraiment jamais s'empêcher de pleurer parce que ça fait du bien et ça évite certains symptômes. Donc ne te juge jamais quand tu pleures. C'est que ton corps sent qu'à ce moment-là tu en as besoin. Non, mais j'ai du mal à pleurer devant les gens. Tu peux des fois avoir envie de pleurer sans t'exposer aux autres parce que tu as envie que ce moment-là où tu pleures soit un vrai moment de libération et qu'il ne t'appartienne qu'à toi. Ok, tu vois ce qui c'est dans ce sens-là. Mais si c'est je veux pas pleurer devant les autres parce que je veux pas qu'on me voit dans cet état-là, ça veut dire quoi? Tu veux pas qu'on voit qui tu es vraiment? Non, c'est même pas ça. Enfin, oui, mais dans le sens où en fait, j'ai peur de montrer qui je suis vraiment parce que je pense que j'ai peur de pas être acceptée pour qui je suis. Parce que je me sens trop différente pour être acceptée pour qui je suis vraiment. Je vais te donner une petite astuce, un truc caché. Quand on n'est pas soi-même, quand on n'est pas 100% soi et qu'on est un masque social, on a tous un masque social, d'accord? Mais plus on s'écarte de la personne que l'on est, je vais attirer néanmoins quand même des personnes à moi qui correspondent à ce personnage que j'ai créé. Et je vais rejeter et faire reculer de moi des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le personnage que j'ai créé. Eh bien, plus tu vas être 100% toi, plus tu vas te rapprocher de la personne que tu es vraiment, il y a un truc génial qui va se passer. Tu vas attirer naturellement à toi des personnes qui te correspondent et qui correspondent à la personne que tu es vraiment. Et c'est ce dont tu as besoin, ton kiff de vie. Et tu vas rejeter des personnes. Mais c'est normal et c'est naturel, tu les veux pas, ceux-là, dans ta vie. Donc j'ai envie de te dire, sois 100% toi. Je dis toujours, quand tu te questionnes sur toi, dis-toi que tu ne traites pas un problème, dis-toi que tu te fais un cadeau de vie. J'aime bien cette idée-là. Et oui, parce que en fait, c'est vraiment pour toi que tu vas essayer de décrypter ces petits blocages et d'apprendre à te connaître, etc. pour du coup avancer, parce que c'est vraiment quelque chose de purement personnel. Donc c'est vrai que c'est un beau cadeau de la vie. Ouais. J'aime bien cette vision aussi. Quand tu as cette curiosité de toi et que tu te dis, je sens qu'il y a quelque chose derrière, et quelque part, de toi à moi, tu mets déjà en œuvre ta sensibilité, tu la mets en œuvre en créativité, tu as plein d'idées, et tu dis ah tiens je pourrais faire ça, ça me fait penser à telle chose. Eh bien c'est ça qui est ta force pour pouvoir créer au quotidien, c'est de la matière vivante. Après, si tu apprends à bien faire de cela un art, tu vas te dire ok, je vais être puissante dans ma créativité, je vais la mettre au service de mes objectifs, de mes priorités, plutôt que ouais mais je suis trop débordée, j'y arriverai pas. Non, tu dois te dire ok, j'ai des objectifs, j'ai des envies et donc je vais mettre ma sensibilité au service de mes priorités et mes objectifs de vie. Okay. Et notamment, tu l'as fait d'une certaine manière en acceptant à une période de ta vie de dire je veux plus être à cet endroit-là qui est pas moi. J'ai appris que je voulais pas être cette personne-là, que je n'étais pas cette personne-là et j'ai la force de pouvoir me dire ok, maintenant voilà ce que je veux vraiment. Et puis surtout avec les réseaux sociaux, parce que quand tu as cette exposition et du coup ce qui est normal, tout le monde qui donne son avis sur toi, sur ce qui pense être le mieux pour toi, l'endroit qui pense être le mieux pour toi, c'est super, enfin je trouve encore plus compliqué, ou alors pour moi, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, hein, mais en tout cas pour ma part, ça a été encore plus compliqué de prendre la décision, parce que je savais que une fois que j'aurais quitté cet endroit dans lequel je ne me sentais pas bien, j'allais avoir beaucoup de messages qui me disaient mais pourquoi t'es partie, mais pourquoi t'y es plus, mais t'as fait la plus grosse bêtise de ta vie, ta carrière elle va s'arrêter, etc., etc. Et ça me mettait encore plus une pression, parce que avant j'accordais beaucoup trop d'importance au regard des autres en fait. Et c'est vrai que ça me mettait une pression de me dire mais pareil, en fait si je quitte cet endroit dans lequel je me sens pas bien, que du coup je montre qui je suis vraiment, etc., est-ce que ça va pas recommencer dans ces trucs comme tout le monde vit au collège où t'as une période où toi t'es mis à part parce que tout le monde se dit t'es différent, tu vois. Il y aura toujours un regard de l'autre.
On est d'accord, il y aura toujours un regard de l'autre. Et si tu veux absolument correspondre ou faire plaisir à tout le monde, il y a une seule personne à qui que tu vas oublier dedans, c'est toi. Exactement. Et puis c'est bien, je trouve, d'insister sur le fait que, de toute façon, le jugement fait partie de l'être humain, tout le monde juge, tout le monde est jugé, mais la façon dont toi tu te comportes par rapport à ce regard-là, il n'y a que toi qui peux la décider et, entre guillemets, agir. Et je trouve ça bien de le dire parce que beaucoup de personnes, je pense, surtout dans notre nouvelle génération, avec les réseaux sociaux qui sont omniprésents dans nos vies, en fait, je pense qu'on a tous ce gros problème de confiance en nous. Et je trouve ça bien de dire, n'agissez pas en fonction du regard des autres, mais plutôt changez votre propre regard par rapport au regard des autres. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les 3 valeurs essentielles pour toi? Des valeurs que jamais tu pourrais aller à l'encontre de ces valeurs. 3 valeurs. Respect, bienveillance, partage. Ok. J'imagine que ces valeurs, pour toi, elles sont importantes. Ça veut dire quelque part, c'est des valeurs que tu vis au quotidien. Ouais. On est d'accord. Il y a d'autres valeurs avec lesquelles tu pourrais essayer de négocier, mais celle-ci, c'est pas possible. Non. On est d'accord. C'est que celle-ci, si j'ai quelqu'un face à moi qui va soit être irrespectueux, soit être malveillant envers quelqu'un, ou quelqu'un qui va justement, par exemple, c'est un truc con, mais on avait fait une soirée, il y avait un bol de pistache, on avait de quoi le partager les 4, il y avait un des 4, il a pris une énorme poignée, il a tout mis dans sa bouche. C'est un truc, ça m'a mis hors de moi, et aujourd'hui je me dis, mais ma réaction elle a été disproportionnée, qu'est-ce que je m'en fous, il a pris une poignée de pistache, il a pris une poignée de pistache. Il venait provoquer ton système de valeurs. C'est ça, c'est pour moi, et en plus on était chez lui, donc en fait pour moi c'est, tu reçois des gens, tu fais en sorte que ces personnes-là se sentent bien chez toi. Tu leur proposes d'abord les pistaches, t'en prends une, mais bon après c'est peut-être aussi moi qui ai une mauvaise... je dis pas que je détiens la vérité du tout, j'explique juste ma vision. C'est ton système de valeurs. Voilà. Tu expliques ce qui est important dans ton système de valeurs. C'est un système de valeurs soit que tu as, qu'on t'a transmis, soit auquel tu as adhéré par ton expérience de vie qui pour toi fait écho. Parce que des fois on me dit, bah oui mais alors les valeurs en gros c'est que ce qu'on m'a transmis. Non, c'est aussi quelque chose qu'on m'a peut-être pas transmis dans mon éducation, mais auquel j'ai adhéré par ma maturité, mon autonomie de vie, et qui pour moi sont importantes. Quand celles-ci, surtout nos valeurs prioritaires, les valeurs les plus fondamentales, lorsqu'elles sont mises à mal, lorsqu'on t'impose de t'écarter de trop ton système de valeurs, là tu vas commencer à être mal. Là tu vas commencer à développer des symptômes de l'anxiété, des choses dans ta vie parce que tu t'éloignes de tes valeurs. Ça déjà c'est intéressant de te dire peut-être, toi quand on parlait tout à l'heure de tes anciennes expériences et tu m'as dit j'ai eu un sentiment de dévalorisation haute, à quel moment peut-être parce que ça venait d'attaquer ton système de valeurs. Deuxième chose aussi qu'il faut savoir, c'est que quand tu me dis mais je manque d'estime de moi, je vais te dire en fait c'est pas vrai. Personne manque d'estime de soi sauf quand on abîme ton estime de toi. Ça veut pas dire que tu en manques, ça veut dire qu'elle est abîmée, qu'elle est bousculée ou qu'on t'empêche de vivre ton système de valeurs. Mais pourquoi? Parce que l'estime de soi est en lien avec nos valeurs. Et en fait des valeurs on en a tous. Souvent, ce dont on manque, c'est pas l'estime de soi, mais c'est de la confiance en soi. Donc, si tu manques de confiance en soi, c'est possible. Mais ce qui est positif à ça, c'est qu'en fait, par un travail et par un entraînement, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui s'entraîne, c'est quelque chose qui se renforce. Le dernier ingrédient, c'est l'affirmation de soi, c'est notre capacité à relationner avec l'autre, c'est-à-dire s'adapter avec l'autre, se synchroniser avec l'autre. Et bien entendu, l'élément fondateur, c'est l'amour de soi. Okay. Cet élément-là, et ça, il n'y a que toi qui peut te l'offrir, c'est de te dire quels que soient les mouvements de ma vie, je m'aime de façon inconditionnelle. J'accueille tout de moi. C'est trop intéressant. C'est vrai que vous n'avez peut-être pas l'habitude de me voir comme ça, je suis un peu plus spectatrice, mais c'est vraiment très très intéressant en fait. S'il y avait une chose avec laquelle plus particulièrement tu repars de cette séance, ce serait quoi ? Alors hyper bizarrement, parce que jusqu'à présent j'avais pas du tout cette envie-là. J'ai envie de revenir sur la période de l'ancienne agence où j'étais pas moi, où j'allais pas bien, etc. pour comprendre exactement ce qui a débloqué un peu toute cette vague où j'avais l'impression que ma vie elle s'écroulait parce que si tu veux je continuais d'avancer, je faisais mon taf et c'était ça qui me tenait, c'est que j'avais au bout un objectif où je me disais je veux réussir mes vidéos, je veux donner le sourire aux gens, je veux les aider, etc. Et en fait j'étais quelque part moi-même dans le déni de tout ce qui se passait autour. Et je pense que c'est une période qui a été extrêmement importante et que j'ai énormément changé là en 2 ans grâce à tout ce qui s'est passé. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de comprendre mieux qu'est-ce qui a été élément déclencheur pour que j'en arrive à faire tout ce travail pendant 2 ans et à être la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Est-ce que c'est chelou parce que les autres ils pensent pas ça à la fin d'une séance? C'est une très bonne démarche. J'ai envie de te dire que tu es dans une période de transition. Tu as une sorte un peu de cadeau caché derrière cette période qui, j'imagine, n'a pas dû être facile en vrai pour toi parce que je pense qu'elle t'a fait mal. Il a fallu la traverser. Tu n'étais peut-être pas non plus équipée pour le faire. Tu es jeune. J'avais 19 ans. Voilà. Mais derrière cela, il y a un cadeau caché que tu aurais pu ne pas avoir. C'est-à-dire que tu as eu cette capacité à un moment, peut-être que tu aurais aimé que ce soit plus tôt, mais à dire stop, parce que ça ne te correspondait plus. Et surtout, tu as appris
à travers cela tout ce que tu ne voulais plus. Donc tu traverses des cycles et à chaque cycle, tu grandis et t'évolues et acceptes de t'être trompé pour pouvoir être là aujourd'hui bien. Je t'ai vu juste un peu en off tout à l'heure, on s'était vu avant l'émission, tu étais rayonnante, tu avais très envie, tu n'étais pas là en disant bon, il faut que j'aille faire ma vidéo. Tu étais dans une vraie gourmandise, tu es dans ta sincérité. Et c'est la plus belle chose en fait que tu peux offrir aujourd'hui. Ça ne serait pas possible si tu n'avais pas fait ce cheminement avant. C'est vrai. Et c'est comme ça aussi que j'ai réussi à remonter un petit peu en me disant, en fait, si j'avais pas vécu tout ça aussi jeune, certes ça a été dur, mais en fait j'aurais pas pu avancer aussi vite aussi, tu vois. Et du coup maintenant j'essaie de me dire que cette période-là, ça a vraiment été un cadeau qui a été hyper instructif et qui m'a permis d'acquérir cette expérience-là. Moi je vais peut-être te donner une petite orientation pour la suite. Je pense que ce serait intéressant que tu puisses, dans un premier temps, alors il existe des tests qui sont en accès libre déjà que tu peux faire, notamment il y a si c'est sur l'hypersensibilité, il y a le test des RUN qui est un test, on veut dire, qui a été cliniquement validé, que tu peux faire, qui est disponible en ligne. Oui, il y a des fois aussi, on aime bien un peu s'auto-diagnostiquer et c'est pas une mauvaise chose. À partir du moment où c'est des tests qui sont validés cliniquement, on sait que c'est un autodiagnostic, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de faire notre cheminement par nous-mêmes. C'est aussi pour ça que sur la clinique e-santé, j'ai mis en accès, plus de 80 tests en accès libre et gratuit, qui sont cliniquement ou scientifiquement prouvés, qui permettent voilà, de se dire, ok, c'est pas des tests de type féminin, c'est vraiment des tests cliniques, mais qui nous permettent de faire notre propre cheminement. Et en fonction des premiers résultats que tu as, tu dis, bah tiens, ça peut être intéressant que je continue de creuser telle et telle chose. Par contre, si derrière, pour toi et pour les personnes, si vous sentez que vous avez des symptômes à côté, des choses qui vous bouffent la vie, l'anxiété, difficultés de sommeil, des troubles du comportement alimentaire, une difficulté relationnelle ou autre, sincèrement, on reste pas avec ça en se disant, ça va passer, c'est pas vrai, on peut y avoir derrière des risques de dépression ou autre. C'est pas des petites choses et plus vite, plus on consulte en amont, plus en fait ça peut se traiter rapidement. Alors que plus on les laisse s'installer, par exemple si on est dans une période un peu de dépression légère, ça peut se traiter rapidement. Si on laisse trop longtemps, bah derrière, ça va demander plus de temps à être traité. C'est vrai. Voilà. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite séquence vous aura informé et vous aura aidé. Le site de la clinique e-santé est disponible dans la description. Pareil, on a mis le petit test que tu as évoqué sur l'hypersensibilité. Oui. Comme ça, si vous aussi vous questionnez et que vous souhaitez le faire, il est dans la description. Voilà. Et ben merci beaucoup pour cette séance. J'ai beaucoup apprécié, c'était vraiment chouette. Je vais te suivre de près maintenant, attention. J'ai la pression. Non mais j'ai vraiment beaucoup apprécié cet échange et merci beaucoup pour ta confiance et juste, je sais pas si ça se dit, mais ta solarité. Si ça se dit pas, on l'invente. Merci, je prends. Et ben ça fait très plaisir parce que l'authenticité c'est quelque chose de super important sur cette chaîne. On pourra le rajouter dans tes valeurs. Ah bah oui, c'est vrai. Tiens. Merci beaucoup et on peut dire que c'est une fin de tournage. Penser à soi, prendre soin de soi, écouter ses émotions et travailler notre confiance en nous-mêmes. Tels sont les conseils forts et importants prodigués par Christelle. Des suggestions qui s'appliquent à tout le monde. Soyons nous-mêmes. Ne portons pas attention au regard des autres. Ayons confiance en nous et la vie n'en sera que plus savoureuse. Pour conclure cette expérience, retrouvons Gabrielle afin que j'effectue un test de QI pour confirmer ou non ses soupçons de profil HP, souvent liés à l'hypersensibilité. Donc, nous retrouvons Gabrielle aujourd'hui de façon à réaliser un bilan complet et donc à obtenir les réponses à ton diagnostic, celui de Christelle Albarré. Et on va voir les résultats. Ouais, exactement. En fait. Du coup, comme tu l'as dit, en gros, on était parti sur quelques suspicions en fait, de diagnostic. On avait quand même beaucoup parlé de ton hypersensibilité. Et là, le tout, ça serait de voir est-ce que oui ou non, il n'y aurait pas éventuellement corrélation entre un mode de fonctionnement potentiellement atypique et finalement en fait, cette hypersensibilité que tu as vraisemblablement depuis pas mal d'années. Tu sais, ça me stresse. Je crois que je préférerais qu'on me dise non, t'inquiète, t'es juste dans la normale. On en avait parlé. Hein. Normalement, le fait d'aller vers un diagnostic, peu importe les résultats, normalement c'est toujours quelque chose de positif et c'est toujours libérateur. Pourquoi? Parce que, ok, imaginons en fait qu'il y ait quelque chose. Au moins en fait tu auras eu réponse à tes questions. Tu te diras, ah ok, maintenant en fait je comprends le pourquoi je ressentais ça, pourquoi à ce point-là ça m'a blessé, pourquoi en fait j'avais l'impression d'être un petit peu en décalage par rapport à la tranche d'âge, ce genre de choses. Et imaginons qu'il n'y ait rien. En fait on va dire, finalement en fait tout va bien, entre guillemets tout est dans la norme. Tu te diras, ok, c'est bon. Donc ça veut dire que finalement les capacités que j'ai toujours eues comme
comme n'importe quelle autre personne. Que là aujourd'hui, si par exemple quelqu'un m'embête ou quoi que ce soit, si par exemple je suis blessé, si je suis touché, c'est normal, mais il n'y a rien de différent dans le sens où je n'ai pas un mode de fonctionnement en fait qui serait particulièrement différent, compliqué, en décalage avec la norme. Donc finalement en fait j'ai les capacités pour pouvoir surmonter ça. Donc c'est pour ça que moi, selon moi, hein, c'est à partir du moment où en fait on va vers un diagnostic, c'est quoi qu'il en soit quelque chose de positif. Pour vous avertir, concernant les tests, donc là on réalise un bilan qui est officiel. Évidemment, on ne pourra pas mettre les questions, etc. Dans la vidéo puisque vous vous doutez bien que le test est le même pour tout le monde. Donc voilà pourquoi vous ne verrez pas énormément du contenu du test. Là, je vais le faire très sérieusement et vous aurez peut-être un plan en accéléré et 2-3 images. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est du coup l'analyse finale de ta part. Donc voilà, on se retrouve dans quelques instants. Et on peut commencer. Allez, c'est parti. T'as vu, j'ai pris mes lunettes de fille sérieuse. Mais j'aime beaucoup. Ouais, Hop ça là, fait je suis intelligente. plus 10 déjà. Parce que... Ok, parfait, excellent. Je vais pas assez vite, je sais que je peux faire mieux. Ah ça y est, le QI baisse. Exactement. 0! C'est quoi ce travail? C'est de la triche, les autres ils ont encore cours. Moi je suis déscolarisée depuis 2 ans aussi. Ouais, mais non, désolé. Je réfléchir, on va dire est-ce que c'est une excuse ou pas, mais si ouais, en jamais, fait, non, putain. Alors, tout ça, c'est excellent. Donc là, en fait, en gros, on a fini. Maintenant, donc, moi, ce que je vais faire, je vais corriger tout ça, interpréter les résultats, rédiger un compte rendu, normalement, pour après ensuite revenir vers toi avec les résultats. Il faut savoir que du coup, cette étape-là, où en fait, donc forcément, après, on revient sur corriger les résultats, interpréter les résultats, essayer de trouver le lien entre les résultats en fait qu'on va pouvoir sortir là à travers ce bilan, plus tout ce que du coup, tu as pu me donner comme information lorsqu'en fait, on s'est vu et lorsqu'on était revenu sur ton développement, ton parcours, les apprentissages, ta gestion émotionnelle, tout ça. Normalement, en fait, ce process-là, il dure quand même normalement entre 10 jours à 2 semaines, d'accord? Ok. Donc le neuropsy, il prend le temps justement de revenir sur tout ça. Et ensuite, après, il revient vers le patient ou la patiente avec un compte rendu complet où en fait, du coup, on va expliquer, bon, bah, concrètement, qu'est-ce qui ressort en fait du bilan, d'accord? Ok. Avec d'ailleurs, normalement, en fait aussi des préconisations. Il faut derrière qu'il y ait telle ou telle prise en charge, éventuellement tel ou tel aménagement, que ce soit d'ailleurs en fait à l'école, à l'université ou par exemple même dans le milieu professionnel, Ok, d'accord? ça marche. Alors déjà, premièrement, c'est que peu importe les résultats, déjà, bravo à toi parce que quoi qu'il en soit, tu as fait les choses sérieusement. Tu te tenais à cœur de vouloir vraiment faire du mieux que tu pouvais. Et Ouais. quand bien même, et c'est vrai, de toute façon on a pu le voir, il y a certains exercices qui pouvaient te paraître un petit peu difficiles, désagréables, ou par exemple tu ne te sentais pas hyper à l'aise, c'est pas grave, tu as quand même en fait essayé et ça du coup ça c'est excellent et c'est exactement en fait ce qu'on va attendre des personnes qui vont effectuer le bilan. C'est hyper important. Et même d'ailleurs, en fait, même dans la vie de tous les jours, il y a forcément des choses, il y a des raisons en fait qui amènent à ce que la personne fasse un bilan. Et normalement, en fait, moi ce que j'aime bien dire, c'est que du coup, regardez, vous avez en fait du coup travaillé correctement, vous vous êtes donné les moyens d'eux. Bon, on va essayer de faire la même chose en fait au quotidien, que ce soit dans le milieu scolaire, professionnel ou alors personnel. Alors du coup, te concernant, donc ce qui va être hyper intéressant, bon déjà en fait pour te rassurer, parce que je sais que tu es un petit peu stressé par rapport aux résultats, déjà l'ensemble des résultats sont plutôt bons. Ok. Ok. Pour les indices, donc pour les 4 indices qu'on a pu évaluer, compréhension verbale, raisonnement perceptif, mémoire de travail et vitesse de traitement, un score dans la moyenne, c'est un score qui est entre 90 et 110. Entre 110 et 120, c'est la moyenne haute. Ça veut dire que du coup, tu vas avoir des facilités, mais sans que ce soit un profil atypique. Entre 120 et 130, c'est la zone supérieure. À ce moment-là, ça veut dire que du coup, tu as de sacrés points forts, mais c'est toujours pas un profil atypique. Et au-delà de 130, là, par contre, du coup, il s'agit vraiment d'un mode de fonctionnement différent qui expliquerait aussi des particularités sur le plan comportemental, émotionnel et psychologique. Dans l'autre sens, si entre 80 et 90, c'est la moyenne basse, c'est-à-dire que du coup, on a des difficultés ou des points faibles, mais bon, ça, c'est comme chacun d'entre nous, on a le droit d'avoir des points forts, des points faibles et c'est pas grave. Entre 70 et 80, c'est le seuil limite, ça veut dire que du coup, on est quand même en dessous de la moyenne, mais c'est toujours pas un trouble ou une pathologie. Et malheureusement, en dessous de 69, là, pour le coup, du coup, on va vraiment parler de retard. C'est-à-dire que là, pour le coup, on ne peut pas écarter suspicion d'un trouble ou d'une pathologie. Te concernant, donc c'est
hyper intéressant parce qu'en fait, te concernant, on va voir en fait que les résultats sont hétérogènes. Tu vas avoir 2 points forts, 2 sacrés points forts. Je pense même qu'en fait, tu t'en doutes très certainement. Compréhension verbale et en vitesse de traitement. Tu as assuré aussi en fait en vitesse de traitement. Compréhension verbale, tu as clairement en fait obtenu des scores qui sont globalement vraiment dans la zone supérieure, voire même un tout petit peu au-dessus de la zone supérieure. Donc, toutes les capacités d'abstraction verbale, de vocabulaire, excellent. Forcément, le score en fait en culture G, vu que du coup c'était un petit peu biaisé, il a joué en ta défaveur par rapport en fait au score final, mais clairement en fait tu étais vraiment dans la zone supérieure, voire en fait au-dessus de la zone supérieure au niveau du langage, au niveau de la compréhension verbale. Ça déjà, ça c'est très bien, en fait on va voir pourquoi du coup c'est intéressant, surtout par rapport à ton profil d'hypersensible. Ensuite en vitesse de traitement. Vitesse de traitement, tu as eu des scores pareils qui sont clairement en fait dans la zone supérieure par rapport aux personnes de ton âge. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que combien même en fait tu sois une personne qui pourrait éventuellement stresser, avoir de l'anxiété de performance, et ben en fait tu arrives, et je pense qu'en fait c'est ce que tu montres d'ailleurs en fait tous les jours, et tu arrives en fait à dépasser ce stress, à surmonter en fait cette angoisse que tu vas avoir de potentiellement ne pas réussir, échouer, répondre à côté de la plaque, ne pas répondre aux attentes de par exemple de ton environnement. Tu vas réussir en fait à surmonter ça pour pouvoir en fait être hyper performante. Et ça, la preuve, c'est que quand bien même en fait tu sois une personne hypersensible, bah en fait tu as réussi à avoir un très très bon score en fait en vitesse de traitement. Donc ça veut dire que face au challenge, face à des défis à relever, tu es tout à fait capable de pouvoir aller chercher, puiser de l'énergie, de la force en fait en toi pour te dire ok, c'est pas grave, je me fais violence, mais j'arrive en fait à faire le travail demandé. D'accord? Okay. Ensuite pour le reste, alors que ce soit en raisonnement perceptif ou en mémoire de travail, c'était en fait tout à fait dans la norme. Okay. Donc raisonnement perceptif et mémoire de travail, des scores qui sont globalement dans la moyenne en fait des personnes de ton âge. Juste petit point faible, tu vois, il y a certains exos où en fait tu as réussi mais après le temps imparti. Donc c'est pas purement du visuo-spatial, c'était plus là de nouveau justement de la gestion du stress. Avec des scores comme celui-là, tu vas pas avoir de profil atypique dans le sens où il n'y a pas un mode de fonctionnement totalement différent. Très bien, d'accord. Je sais que alors donc la dernière fois, on avait parlé des suspicions de profil HP et je vais te dire en fait pourquoi finalement en fait il y avait ces suspicions-là. En gros, quelqu'un qui va très bien s'exprimer, quelqu'un qui va exécuter les tâches de façon hyper efficace, être hyper performante, sans forcément en fait aller chercher un niveau plus élaboré et qui en plus va avoir de l'hypersensibilité. Tout de suite, côté praticien, en fait, on va se dire waouh, il y a du suspicion HP. Parce qu'en fait, on va se dire ok, la personne s'exprime très bien. Donc, en fait, on fait tout de suite un raccourci. Cette personne est hyper intelligente. Cette personne peut comprendre beaucoup plus que par exemple la norme. Et en plus, du coup, si tu vas vite, tout de suite, en fait, on va se dire encore une fois, cette personne a un niveau plus élaboré au niveau vraiment du raisonnement logique. Tu vois. Okay. C'est pour ça que finalement, donc, la dernière fois, en fait, on était parti sur une suspicion de HP. Là, maintenant, en fait, on se rend compte que finalement, donc, on n'est pas sur un profil HP. On est face, du coup, en fait, à quelqu'un qui a des points forts, plus, du coup, l'hypersensibilité. Mais là, du coup, la bonne nouvelle, c'est que comme il n'y a pas de profil atypique, cette hypersensibilité, ça va être carrément facile normalement de pouvoir travailler dessus parce que toi en fait du coup cette hypersensibilité là jusqu'à maintenant en fait tu as essayé ou tu as appris à compenser pour qu'elle te porte pas préjudice. C'est à dire que tu te fais violence pour justement en fait être toujours là où en fait on attendrait que tu sois. Si demain tu commences une prise en charge vraiment axée sur la gestion émotionnelle et de la régulation émotionnelle, normalement, tu vas réussir en fait à mieux gérer tes émotions, à mieux les extérioriser pour que justement tu puisses vraiment au quotidien, tout le temps, mettre en avant non seulement toutes tes capacités et puis juste en fait être moins bouffé par tes émotions. Mais toi du coup en fait en gros, pas de profil atypique sur le plan cognitif, mais par contre si demain un travail il devrait y avoir, c'est de la thérapie classique, psychologie clinique pure. Après derrière il y a tes différentes stratégies ou différentes techniques par exemple pour travailler ça. Après du coup ça sera à toi de voir un petit peu celle qui va qui va te parler ou là tu pourras être un petit peu plus réceptive pour travailler vraiment en fait sur la gestion émotionnelle. Sur le plan attentionnel, il n'y a pas de difficulté, pas de profil atypique du style HP et compagnie. Par contre, je veux bien croire que beaucoup de gens jusqu'à maintenant aient pu croire que profil HP il y avait. Parce qu'encore une fois, en fait, vraiment, tu as des très très bons scores en verbal et en vitesse de traitement. Okay. Et ça plus l'hypersensibilité, c'est un classique. C'est vraiment, en fait, c'est un classique de on va venir en consultation en, fait, en disant je pense qu'il y a du profil HP. Pas pour se la raconter ou quoi que ce soit, pas pour dire ouais, je pense. Parce qu'en plus, si on penserait ça, c'est qu'on n'a rien compris au profil HP. Mais non, c'est juste en fait pour dire ouais, je pense qu'il y a ça et entre guillemets, j'ai besoin d'aide pour gérer mes émotions. Encore une fois, bravo, parce que du coup, c'est pas forcément évident de faire un bilan dans le sens où on se met un petit peu trop la pression. En vrai, tu t'es rendu compte par toi-même qu'au final, ça allait. Est-ce que tu aurais le nombre final du truc ou c'est pas possible de l'avoir en une... Alors, vu que tu as analysé très vite? Normalement, ça n'a pas de sens. Du coup, là, par exemple, tu as de donner un chiffre final, genre un QI temps, ça n'aurait pas de sens parce qu'il y a trop d'écart, d'accord, entre les résultats. Mais quand même, en fait, entre guillemets, genre pour répondre à ta question, mais bon, ça serait pas genre le QI, entre guillemets, valide,
tu as de toute façon, on va dire, un score qui serait très certainement aux alentours de entre 100, 110, 115 facile. Ok. Ouais, tu te feras flasher sur une départementale. C'est ça. Peut-être pas sur l'autoroute, mais sur une départementale, tu te feras flasher. C'est pour ça. Ok. Ok. J'ai un petit cadeau pour toi. C'est vrai? Ouais, normalement, j'ai toujours en fait un petit cadeau pour les personnes et tout qui font un bilan. Ok. Ouais, c'est vrai. C'est Attends. quoi? Et c'est une voiture. Allez, let's go! Non, c'est une médaille. Ah! Eh ouais, regarde, tu vois une médaille, il y a marqué quoi? Winner! Winner, exactement. Ouais. félicitations, bravo. Eh ben merci Tu beaucoup. vois, je t'en prie. Eh C'est ben, de ça- l'or, hein. Ça me fait très plaisir, mais ça se Ouais. voit. Mais ouais, En plus, 24 au carats. poids et tout, Ah bah attends, c'est ouais. c'est lourd. C'est du extraordinaire. Elle te va en plus hyper bien. Eh Ok. ben merci beaucoup. Je suis très t'en contente prie, d'avoir merci à eu toi. ma petite médaille. Et ouais, comme ça. Comme ça, je pourrais dire maman, regarde, j'ai gagné un truc. carrément. Après ce bilan et ces 3 discussions, 3 choses à retenir. Ayons confiance en nous, pensons à nous, et il y aura toujours un spécialiste bienveillant disponible quelque part pour nous aider. Then will I have had enough of trying to keep myself